À l'écoute de Radio Mali, il est 13 heures, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13 heures, c'est parti depuis ce matin pour les 8725 candidats au brevet des techniciens en santé sur toute l'étendue du territoire national. C'est la ministre de l'Éducation nationale qui a donné le ton des épreuves au lycée Notre-Dame de Bamako. Fademba Keïta nous en parlera. Plus d'1 million de Maliens ont besoin d'une assistance alimentaire directe. Pour faire face, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, va lancer à Ségou le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. En plus de cette activité, il va procéder au redémarrage des activités de production de la Comatex SA et au lancement des travaux de bitumage de la route Banankoro-Djoro. Notre dossier de ce lundi est consacré aux personnes qui ne décrochent pas tous les appels téléphoniques, qui n'est pas sans conséquences pour certains, nous dira Brown Traoré. En sport, Fotigi Tunkara sera là pour parler de la 24e journée du championnat national de Ligue 1, du sacre de Al-Ali d'Égypte en Ligue des champions sur le plan continental, mais également du match Congo-Mali comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Et puis, le monde du football est en deuil. El Cavaliere, Silvio Berlusconi, est décédé ce matin à l'âge de 86 ans. Pendant près de 30 ans, il a amené le Milan AC dans une autre dimension, faisant des rouges et noirs l'un des clubs les plus titrés au monde et notamment le deuxième club le plus titré en Europe derrière le Real de Madrid en Ligue des Champions. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-6. Lundi 12 juin 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Tout d'abord, direction Koulouba, où le président de la transition a présidé ce matin la traditionnelle montée des couleurs instaurée depuis son arrivée au pouvoir. Initialement prévue le premier lundi de chaque mois, la montée des couleurs du lundi 5 juin a été renvoyée à ce lundi 12 juin à raison de la pluie matinale qui a arrosé la capitale le lundi 5 juin. Chez les militaires, les cérémonies aux couleurs sont suspendues sous la pluie par respect au drapeau. La cérémonie de ce matin a réuni autour du président de la transition, colonel Assimi Goïta, plusieurs membres de son cabinet et le personnel de la présidence. Je rappelle que la cérémonie consiste à hisser au sommet du mât le drapeau tricolore du Mali, le vert, le jaune et le rouge au son de l'hymne national exécuté par la fanfare de la garde républicaine. Le but de cette cérémonie est de cultiver davantage l'amour de notre drapeau à la jeune génération. Je le disais dans les titres, c'est parti pour les 8725 candidats inscrits cette année au brevet des techniciens en santé dont les épreuves ont débuté ce matin au lycée Notre-Dame du Niger, spécialité santé publique. Le ministre de l'Éducation a procédé à l'ouverture de la première enveloppe. Comme tous les examens, la ministre tient et notamment à la vigilance, à la rigueur et à l'effort personnel et des surveillants et des candidats. Fademba Keïta. C'est dans la salle 3 que la première enveloppe contenant l'épreuve de pathologie médicale est ouverte dans la transparence. À l'adresse des 8725 candidats répartis entre les 10 académies concernées, des surveillants et présidents des 11 centres du pays, le ministre de l'Éducation nationale leur souhaite bon courage, mais aussi rigueur et effort personnel. Madame Sidibé Dédé Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes là pour le lancement des examens de santé, premier cycle, qui regroupe 3 spécialités de santé publique, la santé maternelle et infantile et les techniciens de labo, pour témoigner aux candidats l'engagement et le soutien des plus hautes autorités de la transition. Et surtout leur dire que le domaine de la santé est un domaine vital pour le développement de notre pays. Il faut en tout cas que tous les résultats que ces étudiants ou ces élèves vont avoir soient encore une fois le reflet de leurs connaissances. Dans le district de Bamako, les candidats composent dans 4 centres, dont 2 par académie. Au centre du lycée Notre-Dame du Niger, aucun incident n'a été signalé au moment du démarrage des épreuves, précise le président.
Yaya Diallo, président du centre du lycée Notre-Dame du Niger. Dans mon centre, nous avons 25 salles de 50 candidats, avec 50 surveillants, 11 vice-présidents. Ici, nous avons la santé publique seulement. Le président de l'association des écoles de santé privées loue l'engagement du département de tutelle pour la bonne organisation avant d'inviter les professeurs à plus de rigueur dans la formation. Sidi Ayaba, président de l'association des écoles de santé privées. Nous ne délivrons pas de diplôme d'établissement, nous délivrons des diplômes d'État, dont le nom de SAIFAM d'État, infirmier d'État, infirmier de techniciens en santé, infirmier santé maternelle et infantile et les TLP. Tous ces gens ne peuvent exercer qu'avec un diplôme reconnu par l'État. Donc vraiment, je pense que le fait d'organiser cet examen comme nous le voyons cette année, c'est vraiment à l'actif de ce département que de mettre les règles et surtout d'avoir un examen dignement organisé et soutenu par nos 2 départements de tutelle. Et nous savons que demain, c'est nous-mêmes qui allons être soignés par ces jeunes. Nous ne pouvons pas former des gens qui n'ont pas une formation de qualité. Et je le dis, il n'y a pas question de pléthore, il y a question de qualité. Adama Koulibaly, candidat spécialité santé publique. Je le conseille d'apprendre la leçon. C'est pour éviter de copier. Après les fouilles corporelles à la porte et l'appel devant les salles, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu dans certaines salles pour remonter le moral des candidats et leur prodiguer des conseils. À Kay, le chef de l'exécutif régional, colonel Moussa Soumaré, a procédé au lancement des examens de fin d'année scolaire des techniciens et techniciennes supérieurs de santé. C'est au lycée Dougoukoulou Konaré de la cité d'Araï que ces épreuves se déroulent. Pour cette session, ils sont 845 candidats, toutes filières confondues, venus de tous les cercles de la région. Benogo Fofana. C'est dans la salle numéro 1 comptant 35 candidates de la filière santé maternelle et infantile que le gouverneur de région, colonel Moussa Soumaré, a procédé au lancement des examens. Il était 8 heures lorsqu'il a ouvert la première enveloppe contenant les sujets de l'épreuve pathologie obstétricale. Avant le lancement des épreuves, le chef de l'exécutif régional s'est rassuré d'abord de la bonne organisation. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kaïa. Nous avons pu constater que toutes les dispositions sont prises pour que ces épreuves puissent se dérouler normalement. Les conditions de surveillance sont bien réunies pour qu'il n'y ait pas de fraude. Ça, c'est très important à signaler et c'est suivant les instructions des plus hautes autorités du pays. Pour ces examens de fin d'année, les techniciens et techniciens supérieurs de santé venus de tous les cercles de la région ont bénéficié des conseils du gouverneur. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kaïa. Aussi, nous avons saisi cette occasion pour prodiguer quelques conseils aux élèves. On leur a dit que c'est une évaluation comme toutes les autres évaluations qu'ils ont eu à faire pendant l'année scolaire, donc de rester surtout sereins, de lire correctement les sujets avant de se lancer dans les réponses. Aussi, nous les avons souhaité bonne chance. Notons que les candidats pour cette session de juin 2023 sont au nombre de 845 répartis comme suit. Techniciens de santé, 454 candidats en santé maternelle et infantile. Santé publique, ils sont 300 candidats. Techniciens supérieurs, 54 sages-femmes et 34 infirmiers d'État. Le lycée de Dougoukoulou Konaré est le seul centre qui a servi de cadre pour ces examens. Kaïa, Benogo Fofana, Lassana Keita pour l'ORTM. Autre titre de ce 13h, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, procédera demain mardi à Ségou au lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Plus de 30 000 tonnes de céréales vont être distribuées. Un événement couplé cette année au lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Banankoro-Djoro au redémarrage des activités de production de la Comatex SA. Pour parler de ces activités, le commissaire à la sécurité alimentaire, Redouane Ad Mohamed Ali, était l'invité hier soir du journal de 20h de ORTM 1. Pour plus de détails, écoutons-le, il répond aux questions d'Ibrahima Traoré. La visite présidentielle à Ségou apporte beaucoup d'espoir aux populations de Ségou. Avec le lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire toute l'année 2023, et la reprise des activités de la Comatex et le lancement des travaux de la route Banankoro-Djoro, toutes ces actions sont liées parce qu'on sait que la réalisation des infrastructures ou l'amélioration de la qualité des infrastructures routières améliore aussi l'accessibilité physique et économique des denrées alimentaires partout. Et aussi,
On sait que Comatex aussi va considérablement améliorer les conditions de vie des centaines d'employés qui sont au chômage technique depuis quelques années. Le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire au de l'année 2023 s'articule autour de 2 axes principaux. Premièrement, il s'agit d'apporter de l'aide d'urgence, une assistance alimentaire directe à des populations qui sont identifiées en crise alimentaire pendant la période de soudure, qui va de juin à septembre dans notre pays. Et dans un deuxième temps, aussi apporter un accompagnement pour améliorer leurs conditions de vie, renforcer leur capacité de résilience à l'insécurité alimentaire. L'État va distribuer directement sur l'ensemble du territoire plus de 30 000 tonnes de céréales pendant les mois de juin, juillet et août. Et les PAM va faire accompagner avec des transferts monétaires et des coupons électroniques, essentiellement des coupons alimentaires. Et quelle est la situation alimentaire réelle du pays au jour d'aujourd'hui? Les évaluations du système d'alerte précoce issues des 2 sessions du cadre harmonisé, celle de novembre 2022 et la toute dernière de mars 2023, indique qu'en période de soudure, 1 246 000 de nos concitoyens seront en crise alimentaire et donc ont besoin d'assistance alimentaire directe. Et près de 4 millions ont besoin d'accompagnement dans le cadre du renforcement des moyens d'existence et le renforcement de leur résilience. De ces chiffres-là, il faut les rappeler, est quand même en baisse de 30% par rapport à celui de l'année dernière, à cause essentiellement de 2 facteurs. Le premier, c'est que la campagne agricole a été meilleure grâce à une pluviométrie abondante l'année dernière, et aussi l'effort de nos forces de défense et de sécurité, surtout dans les centres. On a vu que le cercle de Nyono et une grande partie du cercle de Ségou était en phase de crise l'année dernière. Cette année, grâce à ces efforts-là, cette zone-là est sortie de la crise, et la crise se concentre au niveau de la zone des 3 frontières, notamment le cercle de la région de Bandiagara, Douanza, Gao et Menaka. Alors nous apprenons également que le président de la transition a décidé cette année, et pour la première fois, de reconstituer le stock national de sécurité alimentaire à son niveau optimal, de même que le stock d'intervention de l'État. Est-ce un nouveau cap? Et c'est vrai que depuis 10 ans, ces stocks-là n'ont pas été reconstitués aux normes. Et cette année, c'est l'instruction du président de la transition, chef de l'État, un effort particulier de l'État a permis que ces stocks-là soient reconstitués. Et cette fois, ça sera perpétué chaque année. À l'instant, le commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Ag Mohamed Ali qui répondait aux questions d'Ibrahim Traoré, puisque le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, procédera demain mardi à Ségou au lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Plus de 30 000 tonnes de céréales vont être distribuées. Dans un instant, la page internationale. Au Niger, plus de 900 écoles ont été fermées à cause de l'insécurité dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du pays. Ce chiffre a été donné par Ibrahim Natatou, ministre nigérien de l'Éducation, suite à sa visite dans la dite région qui est la cible d'attaques terroristes depuis de nombreuses années. Le gouvernement nigérien assure, selon le ministre nigérien de l'Éducation, qu'il fera tout son possible pour trouver une solution à ce problème. L'armée béninoise recrute 5 000 jeunes dans le cadre du plan de réponse contre le terrorisme. Ce recrutement va compléter le déploiement anti-incursion terroriste qui mobilise déjà plus de 2 000 hommes. Parmi les critères de sélection, il est demandé aux candidats de maîtriser au moins une des langues parlées aux frontières du Bénin et du Burkina Faso. Ces recrues seront déployées à cette frontière. Au Nigeria, après 9 ans à la tête de la Banque centrale du pays, Godwin Emefiele a été limogé par le nouveau président Bola Tinubu. Proche de l'ancien président Muhammadu Buhari, ce dernier est tenu responsable par le gouvernement actuel de la sévère pénurie de cash d'argent qui a paralysé l'économie nigérienne en début de cette année. Et puis au Soudan, le combat aurait pris hier à Khartoum entre les 2 généraux rivaux juste après la fin de la trêve de 24 heures négociée par les médiateurs saoudiens. Selon Faisal bin Farhan al-Saoud, ministre des Affaires étrangères saoudien, cette trêve a donné aux habitants un court répit pour s'approvisionner et a permis l'arrivée de l'aide humanitaire. En Italie, Silvio Berlusconi, ancien Premier ministre, est décédé ce matin à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie au cours de ces 30 dernières années. Il a marqué la vie politique de l'Italie en devenant 3 fois président du Conseil italien.
Le président iranien Ibrahim Raïssi est en tournée dans 3 pays d'Amérique latine. Il s'agit du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua. Cette visite du chef de l'État iranien a pour objectif de développer la coopération économique, politique et scientifique entre l'Iran et ces 3 pays. Enfin, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump s'est exprimé samedi lors de la convention des républicains de Géorgie. Ce dernier s'est dit innocent de tout ce dont la justice l'accuse et promet de ne pas se laisser faire. Il est inculpé par la justice américaine pour fraude par le parquet de New York pour possession de documents confidentiels, entre autres. Mike Pence, son ancien vice-premier ministre, et Ron DeSantis, tous deux candidats à l'élection présidentielle de 2024, ont soutenu leur rival en dénonçant un abus de pouvoir. Retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier de tous les lundis. Combien sommes-nous à décrocher tous les appels téléphoniques que nous recevons? Certainement pas nombreux, surtout quand il s'agit de numéros inconnus, car sur ce cas, on devient plus méfiant. Certains évoquent des raisons de sécurité ou de protection pour justifier ce comportement, mais le refus de répondre à un appel peut faire perdre parfois des opportunités liées notamment à l'emploi, comme ce fut le cas de certains jeunes qui en témoignent dans le grand format de ce lundi en rediffusion consacré au phénomène. Il est signé Brahma Traoré. Vous êtes sur le répondeur, veuillez laisser votre message. Un appareil téléphonique qui sonne jusqu'au répondeur. Pourtant, le téléphone est bien dans la main de son propriétaire Youssoufou Koulibaly. Ce responsable d'une structure sanitaire jette juste un petit coup d'œil sur l'écran pour voir le numéro qui est affiché, mais pas question de le décrocher. Même si, reconnaît-il, les appels sont faits pour y répondre. Normalement, toute personne qui appelle, vous devez décrocher parce que vous ne savez pas qui est au bout. Mais si c'est des gens que vous connaissez, dont les noms sont inscrits sur votre répertoire et qui pensent qui vous harcèlent par rapport à certaines informations, il y a des harcèlements par rapport à d'autres choses, par exemple des gens qui demandent beaucoup d'argent. Il y a tout ça qui peut faire en sorte que parfois on peut ne pas décrocher l'appel parce qu'on sait déjà ce que la personne va nous dire. Chez Awa Diallo, c'est tout le contraire. Pour elle, répondre aux appels est une obligation. Dans un pays à forte dominance sociale, dit-elle, le refus de décrocher le téléphone peut coûter parfois très cher. Je décroche mon téléphone chaque fois qu'on m'appelle, quelle que soit l'heure, parce qu'il peut y avoir des urgences. En refusant de répondre aux appels, on ne le saurait jamais. Vous ne verrez jamais un appel en absence sur mon téléphone. Sur les traces d'Awa Diallo, Aminata Diarra, cette responsable d'association, se dit convaincue de la portée sociale du petit appareil, dont celle est relative au rapprochement. Pour elle, les appels ne doivent pas avoir de visage. Jamais, même si je ne connais pas la personne. Parce que déjà, je suis dans une association. Tout le monde peut avoir besoin de moi. Je ne vois pas une raison de refuser de prendre le téléphone de quelqu'un, même si tu ne connais pas la personne. C'est vrai et c'est presque partagé. Certains appels téléphoniques tombent au mauvais moment et au mauvais endroit. Y répondre dans l'immédiat devient à la limite impossible. Moussa Diakité, consultant, a trouvé une formule comme beaucoup d'ailleurs. Moi, en général, même quand je ne prends pas d'appel, quand je suis libre et que mon esprit est clair, le plus souvent, je rappelle les numéros qui m'avaient appelé dont je n'avais pas pris l'appel. Le plus souvent, je rappelle. Rappel bien sûr, quand il s'agit d'un numéro répertorié, précise le quinquagénaire, sans quoi c'est le silence radio, car, conclut-il, les numéros inconnus sont à éviter par mesure de sécurité. Oui, pour ne pas mentir, j'ai du mal à prendre les numéros que je ne connais pas. Ça arrive, j'ai du mal à prendre les numéros que je ne connais pas. Mais si la personne suit avec un texto pour dire c'est tel, j'ai besoin de tel, je rappelle. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, c'est juste une manière de se protéger. C'est par souci également de se protéger qu'Abdoulaye Diko refusait les appels inconnus, une attitude qui se conjugue désormais au passé, non pas sans raison. J'ai été vraiment victime d'une situation pas tellement commode parce que une fois j'ai refusé de prendre un appel qui était vraiment important pour moi, sans le savoir parce que j'avais postulé pour des postes auparavant. Quand j'ai fini avec les études, et là donc il y avait un employeur qui voulait me contacter, mais malheureusement je n'ai pas eu le poste parce que je n'ai pas pu prendre l'appel ou je n'ai pas voulu du tout prendre l'appel.
Lui aussi a bien compris la leçon. Souleymane Cissé répond aujourd'hui à tous les appels, numéros répertoriés ou inconnus. Son refus de prendre un appel lui a fermé pour longtemps les portes de l'emploi. J'avais postulé pour un emploi dans une structure. Les responsables de la dite structure ont tenté de m'appeler plusieurs fois pour m'annoncer que j'ai été retenu. Comme c'était un numéro inconnu, je n'ai pas voulu décrocher. Je me suis plutôt déplacé pour aller vérifier. Sur place, on m'a fait savoir que peut-être je n'étais plus intéressé par le poste du fait que je n'ai pas répondu aux nombreux appels. Finalement, j'ai été remplacé par quelqu'un d'autre. Si refuser de répondre à un appel n'est pas sans conséquence, éteindre son téléphone en est encore plus. Aminata Diarra, victime de cette pratique, a de quoi raconter. Cela m'est arrivé une fois. J'avais l'habitude d'éteindre mon téléphone quand je me couchais. Vers 2 heures du matin, mon oncle est décédé. On a essayé de me joindre sans succès. Le lendemain, j'ai rallumé le téléphone, j'ai vu plusieurs appels en absence, dont celui de mon père. Quand je l'ai rappelé, il m'a annoncé le décès de mon oncle et m'a conseillé de ne jamais éteindre mon téléphone. Par définition, le téléphone est un outil de communication et de rapprochement des individus. Si cela est connu et compris, doit-on continuer à l'éteindre ou refuser de décrocher comme les victimes de la pratique? Chacun de nous a certainement la réponse. Vous êtes sur le répondeur, veuillez laisser votre message après le bip sonore. Lui, il décroche très souvent, mais on va en venir à lui, puisqu'il s'agit de Fotigi Tungara. Avant cette nouvelle, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, réactive son plan d'alerte précoce afin de minimiser les risques d'inondation. Pour ce faire, une rencontre de 2 jours s'est ouverte ce lundi matin à Dakar, au Sénégal. Elle sera sanctionnée par l'élaboration d'un plan d'action harmonisé dont la mise en œuvre devrait permettre de réduire les risques et catastrophes naturelles, singulièrement dans les pays de l'organisation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux à Dakar, Mohamed Diarra et Aboubakar Traoré. Vous l'avez compris, ce générique annonce la page sportive de ce trésor qui sera animé par Foti Tunkara après quelques moments d'absence et de ratés entre nous deux. Très heureux de vous retrouver. C'est pareil. On commence par le championnat national de football Ligue 1. La 24e journée a donné son coup d'envoi hier. Oui, avec notamment 4 matchs sur 5 avec le report de celui qui devait opposer le Djolbassé à l'AS Bakar Diagne Brazzaville au stade Amarindao de Ségou. Match reporté à une date ultérieure pour raison d'indisponibilité du stade Amarindao. Hier, le LCBA a lourdement chuté devant AFE 3-0. L'US Bougouni a dominé l'AS Police 2-1. L'USC Kita a disposé du COB 2-1 également. Il est tombé devant Binga FC 2-0. Suite et fin de cette 24e journée, mardi, avec les rencontres Stade Malien de Bamako, Black Star de Badalabougou à Koulikoro, 11 cratères ASCO au terrain de l'AS Real de Bamako à Djikroni et Isfasa Siral à Bougouni. En ce moment même, le sélectionneur national des Aigles du Mali, Eric Sekouchel, dévoile la liste des joueurs retenus pour le match de la 5e journée contre le Congo-Brazzaville. En tout cas, on va dire qu'il est devant la presse pour la publication donc, de la liste, une liste qui s'est fait encore attendre, une liste qui s'est fait encore attendre selon notre reporter Salif Diakté qui est pointé donc sur place là-bas, prévu pour 13h temps universel. La conférence vient donc à peine de commencer. Le sélectionneur national Eric Sekouchel qui est pour l'instant dans ses propos introductifs avant donc la publication de la liste, comme on le disait. Donc c'est au cours donc d'une conférence de presse qui est donc en cours, conférence de presse animée par le sélectionneur national des Aigles du Mali Eric Sekouchel au siège de la Fédération malienne du football. Conférence de presse pour des formalités d'usage parce que l'équipe est presque au grand complet ici à Bamako en rassemblement depuis vendredi. Seulement 3 joueurs convoqués manquent à l'effectif devant effectuer le déplacement sur le Congo-Brazzaville pour affronter dimanche les Diables Rouges au compte de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Pour rappel, à l'aller au compte de la première journée en juin 2022, le Mali a battu le Congo par le score de 4-0 au stade du 26 mars de Irmadion. D'une sélection à une autre, je signale au passage que l'équipe nationale U23 du Mali s'envole ce soir en direction de Casablanca au Maroc pour un stage bloqué de 10 jours au cours duquel l'équipe jouera des matchs amicaux
Alou Badra Conti et ses poulains préparent la phase finale de la CAN U23 prévue du 24 juin au 8 juillet prochain au Maroc. Je rappelle que le Mali est dans le groupe B basé à Tanger en compagnie de l'Égypte, du Niger et du Gabon, ressuscité par la CAF au détriment du Cameroun, un moment qualifié sur tapis vert, mais qui est finalement débouté. En l'annonçant que Alou Dieng sera dans la liste des joueurs retenus, on ne trahit pas de secret, en tout cas dans ce journal, mais il vient d'être sacré avec son club Al-Ali, déjà pour la 11e fois, et Alou devient le Malien le plus titré de la compétition. Absolument. C'est pour tout simplement dire que le National Al-Ali a donc remporté hier la Ligue des champions d'Afrique édition 2023 en finale disputée, en finale retour de la Ligue des champions d'Afrique hier au stade Mohamed V du Maroc. Le National Al-Ali d'Égypte a accroché un but partout les Wydad AC de Casablanca pour décrocher les titres des champions d'Afrique. C'est là grâce à sa victoire à l'aller 2-1. Pourtant, ce sont les Marocains qui avaient bien entamé cette finale retour avec l'ouverture du score dès la 27e minute de jeu par Yehia Atia Allah. L'égalisation égyptienne est intervenue à la 78e minute de jeu par Mohamed Abdelmonem. Avec ses nuls cumulés à la victoire donc de l'aller, Al-Ali remporte ainsi son 11e trophée en Ligue des champions d'Afrique, le 3e de notre compatriote Alou Dieng après 2020 et 2021. Il est reste pour l'instant le seul joueur malien à l'avoir gagné 3 fois parmi les 4 autres vainqueurs de la Ligue des champions d'Afrique. Il s'agit d'Idrissa Koulibaly avec l'Espérance de Tunis en 2011, Adama Traoré Malouda, Salfou Koulibaly et Boubacar Diarra avec le TP Mazembe en 2015. Direction l'Argentine pour parler de l'épilogue de la Coupe du Monde de moins de 20 ans remportée par l'Uruguay. Oui, l'Uruguay qui est donc championne du monde des moins de 20 ans depuis hier. En finale disputée hier au stade Diego Maradona à La Plata en Argentine, l'Uruguay a battu l'Italie par le score d'1-0. But inscrit à la 86e minute de jeu par Luciano Rodriguez qui a profité d'un cafouillage dans la surface de réparation pour envoyer les ballons au fond des filets italien d'une tête à bout portant. Le but a été validé par la VAR après quelques minutes d'incertitude. Finaliste en 1997 et en 2013, l'Uruguay remporte ainsi sa première Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le podium a été complété par l'Israël, vainqueur 3-1 de la Corée du Sud en match de classement. L'Israël fut la sensation de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Absolument. Vous l'annoncez tout à l'heure, l'Italie a été battue en finale de la Coupe du Monde de 20 ans et l'Italie est en deuil depuis ce matin avec la perte de celui que l'on surnommait El Cavaliere, Silvio Berlusconi, ancien président du Milan AC. Oui, patron de Milan AC entre 1986 et 2017, Silvio Berlusconi est décédé ce lundi à l'âge de 86 ans. À nouveau hospitalisé depuis vendredi après un premier séjour de 6 semaines pour une leucémie et une infection pulmonaire, l'homme d'affaires italien tire sa révérence la fin d'un grand timonier du ballon rond. Personnage en haut couleur, l'homme politique italien a marqué le football grâce à son esprit innovant et sa gestion d'orfèvre qui lui ont permis donc de tout rafler avec le Milan AC. Au total 29 titres dans la besace pour une équipe qui a longtemps été surnommée le Grand Milan AC. 8 sacres en Série A, 7 succès en Supercoupe d'Italie, 5 victoires en Ligue des Champions et en Supercoupe d'Europe, 3 en Coupe intercontinentale et 1 en Coupe d'Italie. Celui qui a été donc président du Conseil italien à 3 reprises peut aisément être considéré comme le plus grand président de l'histoire du football transalpin et un des plus influents des 40 dernières années. On va dire dort en paix Silvio Berlusconi avec cette célèbre phrase qu'il disait chaque fois que le Milan gagnait: Solo Milan Eternalo, seul le Milan AC est éternel. 13h28 à Dramani, région de Caille, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Bintou Traoré, réalisation Soumaou Aïdara, Awa Adama Doukouré. Mise en ligne, Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi, bonne semaine à toutes et à tous. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.